Aujourd'hui, je réponds à un dilemme qu'on a toutes et tous eu. Une question qu'on s'est forcément tous posée. Quoi, je suis quand même pas le seul à me l'être posé cette question. Et ben si c'est le cas, tant pis. Aujourd'hui, le top 10 des motos de série les plus puissantes du marché. Donc, nouveau format, nouveau type de vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Je vous le cache pas, hein, je sais bien que les tops en règle générale sur YouTube, ça marche plutôt bien, mais je pense aussi que ça peut être intéressant de faire des vidéos de ce genre parce que c'est ludique, on se marre bien et on apprend des trucs. J'ai donc fait un classement du top 10 des motos les plus puissantes du marché fabriquées de série. C'est un classement qui va comprendre, comme vous vous en doutez, beaucoup de motos sportives. Au programme, on a 2261 chevaux, aucune machine en dessous de 200 bourrins. C'est parti. Comme je vous l'ai dit, ce classement va être composé de beaucoup de machines sportives et celle qui va ouvrir le classement en est une puisqu'il s'agit de la Kawasaki ZX-10R 2023. La ZX-10 est une machine très intéressante dans l'histoire des hypersportives japonaises puisque pendant de très nombreuses années, il s'est agi ni plus ni moins de la moto la plus puissante que les Japonais pouvaient créer, loin devant les Yamaha R1, CBR Fireblade et consorts. Néanmoins, il faut bien dire ce qui est, les Japonais se sont un petit peu énervés dans les dernières années et ont accouché de monstres tous plus puissants les uns que les autres. Néanmoins, cette bécane est encore très impressionnante puisqu'elle nous sort 203 chevaux et même 213 dans sa version avec l'air forcé, technologie que Kawasaki adore et qu'à mon avis un jour on va couvrir sur la chaîne. Il s'agit d'un 4 cylindres en ligne assez traditionnel mais travaillé comme les Japonais aiment le faire, qui atteint 14 000 tours minute. D'ailleurs au passage, on a essayé la version 2020 de cette moto, c'est disponible sur la chaîne, vous irez voir après le top. Il n'empêche que la ZX-10 a gagné un nombre de titres absolument faramineux en superbike grâce à un châssis incroyable de précision, une partie cycle vraiment au top, des suspensions incroyables. Bref, ça reste quand même une arme absolue qui n'a pas d'aileron. Alors, attention, il y a quand même une petite astuce. Si, la machine intègre des ailerons, mais Kawasaki ont décidé de faire quelque chose d'un petit peu différent et ils ont donc intégré les appuis aérodynamiques de la moto à l'intérieur de la tête de fourche. À l'avant, ce qui assure, selon les verts, 17% d'appui supplémentaire à l'avant de la moto, et donc de faire trop travailler le contrôle de traction, vous savez, de temps en temps, c'est pas si mal que ça. Toujours est-il que le look est quand même assez impactant, c'est organique, insectoïde, j'ai envie de dire, et même un peu bizarre, mais en tout cas, la proposition me plaît pas mal, ça marche bien, c'est impactant, j'aime bien ce que je vois, ouais, j'aime bien ce que je vois. Un écran TFT, ça fait quand même du bien quand on voit que le précédent modèle 2020 qu'on avait essayé était pourvu d'un écran LCD vraiment pas très joli. Là, ils ont quand même monté d'un cran au niveau de la qualité. Et en plus de ça, on a un régulateur de vitesse. On entre dans le 21e siècle de plein pied. Machine suivante. Ensuite, je vous ai dit que ce top était composé en grande majorité de motos sportives, mais pas que. En effet, nous allons maintenant parler de deux roadsters, la MV Agusta Brutal 1000 RR ainsi que la Ducati Street Fighter V4S. Alors pourquoi est-ce que je parle de ces deux motos en même temps? Tout simplement parce qu'elles sont sœurs de puissance, elles partagent certaines choses, mais elles sont très différentes dans leur philosophie et leur approche. Tandis que la Ducati conserve le V4 de la Panigale, fort de ses 1100 cm3, pas tout à fait mais on y est presque, la MV Agusta va piocher elle dans la banque d'organes de l'hypersportive de Varese, la F4, pour sortir un 4 cylindres en ligne de 1000 cm3. Outre une différence d'architecture qui est évidente, la Ducati Street Fighter va avoir plus de couple, tandis que la MV Agusta va chercher sa puissance plus haut dans les tours, et cette machine est une véritable prouesse d'ingénierie parce que 208 chevaux sur 1000 cm3, juste à titre de comparaison, une ZH2 doit utiliser un compresseur pour aller chercher ses 200 chevaux. Donc autant vous dire que là, les Italiens, ils ont bossé quand même sacrément vénère. Du côté de la machine de Bologne, la V4 avait été présentée en tant que prototype à la course légendaire du Pikes Peak où nous avons malheureusement dû déplorer le décès du pilote Carl Linden qui était en train de signer un record absolu avec cette machine. Et de l'autre côté, la MV Agusta présentée dans sa version Oro qui est magnifique au salon de Milan, le ICMA. Alors, ces deux bécanes sont aujourd'hui les roadsters les plus puissants de la production, un peu plus performants qu'une ZH2 et surtout en mettant une volée de bois vert au Super Duke 1290, Tuono, BMW S 1000R, n'en parlons même pas. C'est vraiment le top du top de ce qui se fait en termes de roadster aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, elles partagent la même puissance mais ont des solutions techniques assez différentes et on commence par la Ducati Street Fighter qui a notamment la possibilité d'arrêter deux de ses 4 cylindres en ville
ville en dessous de 50 km/h pour conserver une consommation plus basse et une chaleur contenue. Et je vous avoue que j'ai quand même été surpris lors de l'essai de cette moto, puisque là aussi on l'a essayé, car la Street Fighter est en effet capable d'avoir des consommations de l'ordre de 7 litres, 7 litres 5 au 100, ce qui est pour moi tout bonnement impossible quand on se parle d'un V4, feu Matu Ono, on sait de quoi on parle. De l'autre côté, cette monstruosité a été présentée dans sa version Oro, 43 000 € lors de sa première apparition au Salon de Milan, et c'est de l'érotisme mécanique, hein. Il faut être honnête, cette bécane, elle est merveilleusement bien finie, à tous les niveaux, c'est un plaisir des yeux. Elle existe en plein de versions, comme d'ailleurs MV Agusta aime le faire, hein. Ils déclinent leur moto à plein de modèles différents. Une version RS est arrivée il y a peu de temps à seulement 25 000 €, une aubaine ma bonne dame. Il faut quand même avouer que la Ducati Street Fighter est moins chère, de quasiment 2 000 € que sa rivale de Varese, mais si vous voulez l'exclusivité, c'est vraiment la MV Agusta qu'il vous faut. On passe à la suite. Allez, on va rester en Europe, mais on va retourner du côté des hyper sportifs puisque nous n'avons pas encore parlé de BMW. Vous le savez, quand la S1000RR est apparue sur le marché, elle a complètement cassé le game et la moto a évolué de plein de façons différentes. Aujourd'hui, on en est à sa 3e itération, mais il y avait un acteur qui n'avait pas encore mis son nez dans cette grande fabrique, Motorsport. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est une division chez BMW qui est chargée de transformer des engins de route en machines de piste, ni plus ni moins. Vous avez sans doute déjà entendu parler de la M3 E92, la M4 ou encore la M8, eh bien ce sont des voitures qui passent entre les mains du département Motorsport et en font des véritables bolides. Eh bien la marque M s'applique maintenant à la S1000RR pour créer la M1000RR, une machine tout bonnement incroyable de par ses valeurs. Elle a même d'ailleurs gagné le dernier comparo hyper sportif chez Moto et Motard. N'hésitez pas à aller voir le magazine si vous voulez en voir un petit peu plus, mais il fallait s'y attendre puisque cette moto est vraiment incroyable. Des solutions techniques de dingue au niveau du moteur la font passer de 207 à 212 chevaux, et ça encore c'est avec l'échappement homologué. Si vous y installez une ligne racing, ça risque de monter bien plus haut. Le poids de 172 kg est l'un des plus faibles de sa catégorie, et comme c'est une machine prévue pour la piste, tout l'accastillage routier tel que les rétroviseurs, les supports de plaques peuvent s'enlever extrêmement vite. Bref, une bécane qui est faite pour aller s'amuser sur circuit. Des solutions techniques étonnantes aussi ici, puisque nous n'avons pas d'étrier Brembo pour le freinage, mais une collaboration avec Nissin qui est siglée de ce symbole M si cher aux yeux de BMW. La machine est incroyable et je pense qu'elle démontre de façon très claire que BMW sont parmi les meilleurs motoristes du monde, mais néanmoins à 33 000 €, soit 4 000 de plus qu'une Panigale V4S, il n'y a pas de suspension pilotée. Certains diront que c'est pour gagner du poids et pour être plus efficace sur piste, et je ne saurais leur donner tort, mais néanmoins la note est quand même salée, sachant que les pièces carbone ne sont pas si développées que ça sur cette moto. Il faut rajouter des options, des packs, bref, c'est du BMW, vous savez à quoi vous en tenir, mais ça reste un monstre. Et maintenant, on passe à la suite. Allez, encore un duo, encore la même puissance, encore une fois des solutions techniques très différentes. On reste en Europe avec l'Aprilia RSV4 Factory 1100 2022 et bien évidemment la Honda CBR 1000 RR RSP du côté des Japonais. Alors encore une fois, ces machines ont la même puissance, mais elles sont très différentes puisque l'européenne continue à développer le V4 cher aux yeux de Noël qui aujourd'hui fait 1100 cm3 et donc 217 chevaux, quelque chose comme 124 Nm de couple si je ne m'abuse, moto qui a été essayée sur la chaîne, voilà encore une fois. Et la japonaise, elle, est sur un 4 cylindres en ligne traditionnel de 1000 cm3 qui développe la bagatelle de 217 chevaux. Alors celle-là, elle a quand même une histoire intéressante puisque vous n'êtes peut-être pas sans le savoir, mais Honda sont des grands adeptes de ce qu'ils appellent le total control, soit des machines extrêmement faciles à appréhender, avec laquelle la connexion est immédiate, pas besoin d'assistance, tout se fait de façon très intuitive. Mon cul! Cette machine-là a jeté le total control à la poubelle. Avec 217 chevaux, on ne peut plus faire sans assistance électronique, et donc elle est dotée d'une technologie qui est similaire à celle de la NASA, hein, tout bonnement. Et il est possible qu'elle apparaisse bientôt sur la chaîne. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de vous abonner, ça fait jamais de mal. Et activer les notifications de la cloche là, hein, c'est important. Tant qu'à faire, bien évidemment, on présente la version SP, très haut de gamme, avec les suspensions pilotées, le Brembo sur le freinage, tout ça, ça fait plaisir. Alors encore une fois, hein, les deux machines partagent aussi des choses similaires, telles que les ailerons intégrés au carénage, solution qui me semble, à mon sens, bien plus esthétiquement réussie que ce que font Ducati avec leur Panigale, c'est dit. Un châssis qui défie les lois de la nature et bien évidemment un prix qui défie les lois de votre banquier, mais ça, vous le saviez. Je ne saurais vous conseiller l'une ou l'autre, j'ai déjà essayé la RSV4, c'est une bécane de dingue, avec pour moi le son le plus incroyable qu'un véhicule puisse produire.
La Honda est un poil plus chère, mais elle vient d'origine avec un échappement à Krapovic qui doit bien chanter aussi, à vous de voir. Et la suite. Alors, on arrive à la 4e place de ce classement et vous vous en doutez, il y a un petit requin qui nage dans l'eau et qui attend de nous croquer sagement, c'est Ducati. La Panigale est, comme vous le savez, une machine d'exception. Je suis amoureux de la 1299 personnellement, c'est une moto que j'aurai forcément un jour car je la trouve magnifique. Mais lorsque la V4 est arrivée, elle a chamboulé beaucoup de choses. Déjà, elle a énervé les fans parce que le Twin, il n'y a plus de bicylindre. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle a ouvert une nouvelle ère pour Ducati avec des puissances jusque-là jamais atteintes. Et bien évidemment, nous avons la V4, la V4S, et bien au-dessus de tout ça, il y a la V4R. Une machine qui est bien différente de ce qu'on pourrait penser par rapport à ses deux petites sœurs, à commencer par le moteur. En effet, alors que sur les deux premières versions de cette hyper sportive, nous avons un V4 de 1100 cm3, sur la version R pour coller au règlement du Superbike, nous passons à 998 cc et surtout un travail de malade sur le moteur qui permet d'atteindre la bagatelle de 224 chevaux. 16 500 tours minute en 6e, alors que la plupart des concurrents tournent à 13 500, 14 000, c'est du délire. Et encore, là je vous parle que de la version homologuée, parce que si vous ajoutez la ligne racing à Krapovic complète, on gagne 10 chevaux, 234 bourrins. C'est simplement plus élevé que la 3e moto de ce top. Mais bon, je devais me cantonner à des machines homologuées, donc on en reste là. Le poids c'est pareil, une des plus légères de sa catégorie, les V4 et V4S faisaient 174 kg, celle-ci en fait 172, et même 6 de moins si vous installez la fameuse ligne, à vous de voir. Des ailerons, j'aime pas, je les trouve pas beaux, mais qui assurent selon Ducati jusqu'à 30 kg d'appui supplémentaire, des suspensions pilotées, du Brembo Stylema, du matos de très haute qualité. Ceci est bien évidemment un monstre, mais qui délivrera un peu moins de sensations à bas et mi-régime que la V4 et V4S, puisque avec moins de cylindrée, il y a moins de couple, on va chercher plus de puissance, donc plus de tours minute. Déjà que la V4S, quand je l'avais essayé, je l'avais trouvée un peu creuse dans la première moitié du régime. À mon avis, celle-là, en dessous de 8-9 000 tours minute, faut pas non plus s'attendre à grand chose. Et bien évidemment, si vous êtes très riche ou vous savez pas quoi foutre de votre pèse, vous pouvez aller encore plus loin avec la Superleggera, qui est tout simplement une version limitée à 500 exemplaires, avec du carbone, de l'ergal, du magnésium, du titane, c'est du délire. La moto pèse 159 kg à sec, mais elle coûte aussi 91 000 €, c'est votre choix, à vous de voir. Allez, la suite! Vous le saviez, je ne pouvais pas faire ce top sans en parler, la petite sœur de l'un des véhicules les plus incroyables que l'homme n'ait jamais réalisé. Je veux bien évidemment parler de la Kawasaki H2. Et elle n'est pas toute seule, figurez-vous, puisque j'ai décidé de lui adjoindre une petite sœur de combat, la Bimota Tesi H2. Et avant de parler de la verte, je veux parler de ça parce que vous êtes déjà en train de vous dire Bimota, qu'est-ce que c'est? Oui, certains d'entre vous ne connaissent pas Bimota et il n'y a pas de mal, ça arrive à des gens très bien. Bimota, c'est un fabricant, préparateur, artisan italien qui aujourd'hui est possédé à 50% par Kawasaki et qui a l'habitude de prendre des moteurs déjà fabriqués par d'autres constructeurs et d'y adjoindre des solutions techniques totalement maboules. La Tesi H2 prend bien évidemment le moteur de la Kawasaki, mais y adjoint un châssis totalement dingue avec déjà des pièces qui sont de l'érotisme mécanique, je suis désolé, je peux pas dire autrement. C'est des pièces en alu taillées dans la masse, enfin c'est à se damner. Et puis aussi des solutions technologiques extrêmement intéressantes, comme notamment ce train avant composé d'un bras oscillant et d'un moyeu directeur qui permet de dissocier la suspension et la direction, un petit peu comme ce qu'on voit chez le Télélever avec BMW et qui donne à cette moto un look vraiment unique. Bien évidemment, si on s'arrêtait à ça, ce serait pas drôle. On a donc le moteur de la Kawasaki H2, ça me permet de faire la transition avec la verte d'Akashi, un 4 cylindres en ligne de 1000 cm3 alimenté par un compresseur qui permet d'avoir 231 chevaux en statique et 242 avec l'air forcé. N'ayez pas cette moto dans votre rétroviseur, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, c'est une très mauvaise idée. Ce truc pulvérise en ligne droite la plupart des sportifs qui existent aujourd'hui et même des véhicules tout court, hein. Il n'y a pas grand chose qui peut tenir tête à une H2 et en plus un look qui est ma foi quand même assez rigolo. Il y a peu de bécanes qui peuvent se prétendre aussi futuriste et aussi excentrique, mais moi j'adore. Et maintenant, nous allons arriver à la première place. Non. Ah oui, forcément, vous savez de quoi je vais vous parler. Je ne peux pas passer outre ce monstre sacré, cette moto qui a complètement bouleversé le monde lorsqu'elle est sortie en 2015. Vous vous en doutez, c'est la Kawasaki H2R. Cette moto a redéfini tout en fait.
tout ce qu'on pouvait imaginer de la moto, dans sa folie, son excentricité, son côté no limit, la H2R l'a pris et l'a brisé d'un simple coup. Arrivé en 2015, ce moteur 4 cylindres en ligne, compressé, le tout premier d'ailleurs de la génération de machines compressées chez Kawasaki, délivrait ni plus ni moins que 310 chevaux et même 326 avec l'air forcé. Cette moto a pulvérisé la puissance de toutes les motos GP et superbikes qui existaient avec une facilité déconcertante et instauré de nouveaux standards dans ce qui pouvait être considéré la folie la plus totale. Alors vous allez me dire, comment ça se fait qu'une H2 ait moins de puissance qu'une H2R alors qu'elles partagent le même moteur? Tout simplement parce que sur la H2R, il y a deux conduits d'admission d'air qui viennent gonfler et gaver justement d'oxygène la turbine, la faire tourner à 120 000 tours minute et lui donner des accélérations et une vitesse de pointe totalement malade. Pour conserver une durée de vie et une fiabilité plus élevée et surtout pour l'utiliser sur la route, la H2 n'a qu'un seul de ces deux conduits d'air qui sont ouverts. Ça entraîne plein de choses très drôles comme le fait que cette moto ne s'entretient pas en kilomètres mais en heures de fonctionnement de la turbine. Et oui, vous avez sur le tableau de bord un indicateur qui vous dit à combien d'heures de fonctionnement la turbine est. Si vous avez atteint ce nombre d'heures, il faut passer à la caisse. Oui, effectivement, chez le concessionnaire, tout à fait. Alors bien évidemment, cette moto a été le fruit de plein de fantasmes. Elle détient notamment un record de vitesse sur un pont en Turquie, plus de 400 km/h. Je vous invite à le regarder parce que la vidéo est très très chouette. Et bah c'est un engin totalement incroyable en fait, hein. Il faut dire ce qui est, cette moto elle me fait rêver. Alors petite spécificité quand même, c'est une moto qui n'est pas homologuée pour la route, hein. Il n'y a pas de rétroviseur, elle est même interdite de la plupart des circuits sur Terre à cause de son volume sonore qui est un peu trop élevé, mais elle a été produite en série et aujourd'hui elles sont quasiment toutes vendues. J'en ai vu une il n'y a pas longtemps dans une concession Kawasaki, qui sait, peut-être qu'un jour ils décideront de nous la prêter. Ça, abonnez-vous à la chaîne, faut qu'on ait un peu plus d'abonnés. Bah voilà, ce top est fini, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, je pense que ça détend un petit peu de temps en temps, les essais c'est un poil plus sérieux, un poil plus technique. Là j'ai trouvé que c'était cool de faire cette petite vidéo. Des idées de top, j'en ai plein, hein. Les motos les plus coupleuses, les meilleures roadsters, les meilleures sportives, les motos qui polluent le moins. Vous vous doutez bien, il y en a des centaines qui peuvent être faits. Donc si vous réagissez positivement à celui-ci, eh bien je n'hésiterai pas à en refaire un autre très prochainement. Je vous l'annonce ici, mais je vous le dirai également dans la partie communauté de la chaîne avec un post dédié. Ça fait maintenant 2 vidéos que j'ai publiées sur notre road trip avec Mathilde, super voyage qu'on a fait ensemble, et malheureusement les résultats en termes de vues de ces vidéos ne sont pas à l'attendu de ce qu'on a l'habitude de faire sur Roadsters TV, et donc c'est un petit peu à contre-cœur que je vais devoir annuler la publication de ces vidéos pour le moment. Mon objectif, vous allez le comprendre dans quelques semaines, je peux pas vous en parler pour le moment, c'est de faire grandir la chaîne le plus rapidement possible, et une vidéo où je sais que je ne vais pas avoir le retour de votre part que j'attends, ou tout simplement le même que celui d'un essai, et ben pour le moment je ne peux pas me le permettre. La raison elle est très très simple, c'est simplement que vous, en règle générale et en tant que spectateur de la chaîne, vous ne venez pas pour ce type de contenu, vous venez plutôt pour des essais, pour qu'on parle de marque, pour de la vulgarisation. Les vlogs, les voyages, c'est quelque chose de vraiment à part, mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer à bosser sur ce road trip et je vous publierai très probablement l'intégralité du voyage dans une vidéo annexe que je publierai probablement au moment des fêtes de Noël, comme ça vous donnera un petit peu chaud alors qu'on sera en train de grelotter sous nos couettes. Voilà, cette vidéo est terminée, je suis très content de l'avoir fait et j'espère sincèrement que vous aussi vous avez kiffé, dites-le moi dans les commentaires. Et puis si vous avez des idées de top que vous aimeriez voir aussi, eh bien n'hésitez pas, ça me fera plaisir de lire quelles sont vos petites idées farfelues. En attendant, portez-vous bien, kiffez vos motos et on se dit à très bientôt avec les motos les plus énervées de la Terre.